France Inter, franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui une émission enregistrée le 7 décembre 2005 pour le 90e anniversaire d'une bataille oubliée de la Première Guerre mondiale, la bataille de Gallipoli. Terre pauvre, pays perdu, aventure moche. Constantinople est au diable et depuis que nous avons débarqué, nous savons très bien que nous n'arriverons jamais nulle part. Pierre Drieux-La Rochelle. « 2000 ans d'histoire. Ils étaient anglais, français, australiens, néo-zélandais, algériens, irlandais, sénégalais, indiens ou écossais, et ils étaient venus du bout du monde pour enlever aux Turcs une presqu'île de la mer Égée, la péninsule de Gallipoli. Leurs objectifs, une ville chargée d'histoire qu'ils n'atteindront jamais, Constantinople, et le contrôle d'un détroit de quelques centaines de mètres de large, le détroit des Dardanelles. C'est là, sur les traces des soldats d'Alexandre et des croisés, à quelques kilomètres à peine des ruines légendaires de Troie, quelque part à la frontière de l'Asie et de l'Europe, qu'en 1915, des dizaines de milliers d'hommes allaient mourir dans une des batailles les plus sanglantes et les moins connues de la Première Guerre mondiale, la bataille de Gallipoli. Londres, 29 avril. Le ministère de la Guerre annonce: en dépit d'une résistance opiniâtre, nos troupes ont réussi à prendre pied sur la presqu'île des Dardanelles, à Gallipoli. Gallipoli ? Écoutez ce passage. La défense turque comprend des réseaux de fils de fer barbelés sur mer et sur terre, des tranchées bourrées de pics de fer. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller m'engager. Ouais, moi aussi. Tu viens avec nous, Barney? Oh non. Hein? Moi, je m'engage en tout cas. L'uniforme, ça rend folle les filles. Allez, Franck, viens avec nous. Jean-Jacques Becker, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, président du comité de recherche de l'historial de Péronne, qui est consacré à la Première Guerre mondiale. Alors, quand on parle de cette guerre, on pense d'abord, tout de suite, à quelques grandes batailles qui se sont déroulées en France, la bataille de la Marne, Verdun, la Somme, mais on oublie très souvent que si cette guerre a été une guerre mondiale, c'est qu'elle s'est déroulée ailleurs qu'en France, et c'est le cas notamment d'une bataille dont nous allons parler avec vous, la bataille de Gallipoli, une bataille qui a opposé pendant 10 mois les troupes et les flottes franco-britanniques et aussi de tout leur empire, et cela à l'armée turque, car on l'oublie aussi, la Turquie était, pendant cette Première Guerre mondiale, était en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche, c'est-à-dire contre la France et l'Angleterre, Jean-Jacques Becker. Oui, en réalité, si les dirigeants turcs avaient eu un sens convenable des choses, ils ne se seraient pas engagés dans cette guerre. L'Empire ottoman sortait des guerres balkaniques où il avait perdu à peu près tous ses territoires balkaniques. Il était épuisé par ces guerres, mais il se trouvait qu'à sa tête, un groupement, le groupement Union et Progrès, que l'on appelle plus habituellement les jeunes Turcs, qui étaient des réformateurs à l'origine, mais qui étaient devenus surtout des nationalistes. Et dans la mesure où ils avaient perdu les Balkans, eh bien, leur ambition maintenant, c'était de rassembler tous les territoires turcs, et en particulier les territoires turcs, les territoires habités par des populations turques d'Asie centrale, dont une bonne partie d'ailleurs se trouvait sous contrôle russe. Et dans ces conditions,
eh bien, il pouvait profiter des circonstances pour faire la guerre à la Russie. Ajoutons encore que le principal... La Russie qui était l'allié de la France et de la Grande-Bretagne aussi. Et le principal dirigeant jeune turc, Enver Pacha, était un grand admirateur de l'Allemagne. Alors donc ils entrent en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche, une guerre qui va se dérouler sur 3 fronts, qui va se dérouler sur le front Est, c'est-à-dire dans le Caucase, ce qui va d'ailleurs provoquer le terrible massacre des Arméniens en 1915, qui va se dérouler également au Sud, contre les Anglais et les Arabes menés par Laurence d'Arabie, et puis alors sur le front Ouest, contre une force d'invasion franco-britannique, cette opération dite des Dardanelles, qui est cette bataille de Gallipoli. Gallipoli, c'est dans la péninsule des Dardanelles. Une opération qui a été voulue, je crois, par le premier lord de l'amirauté britannique, qui était Winston Churchill, Jean-Jacques Becker. Oui, c'est lui qui en est incontestablement le premier responsable. En réalité, à la fin de l'année 1914, beaucoup de militaires ou d'hommes politiques considéraient qu'on n'arriverait pas à rompre le front allemand de l'Ouest. Et que dans ces conditions, il fallait peut-être chercher un autre front. Et c'est dans ces conditions que Churchill, après plusieurs autres projets, allait penser à tenter une opération. D'ailleurs, toute sa vie, il a été partisan des opérations périphériques. Une opération contre l'Empire turc pour aller prendre Constantinople. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, c'est une excellente mauvaise idée. En ce sens que Churchill et ceux qui le soutenaient en France, Poincaré en était assez partisan, en Angleterre, Lord George, eh bien, pensaient que en allant prendre Constantinople, ils n'imaginaient pas combien la chose serait difficile. Eh bien, ils abattraient l'Empire turc et si cela n'était pas décisif, cela serait un coup très dur qu'un allié de l'Allemagne soit vaincu. Et puis il y avait l'idée aussi, je suppose, de couper justement les Turcs de leurs alliés autrichiens et allemands, et puis aussi de tendre la main, de pouvoir aider les alliés de la France et l'Angleterre, les Russes, en passant par ces fameux détroits où se trouve Constantinople et par la mer Noire. À vrai dire, pas beaucoup. Pas beaucoup. À vrai dire, pas beaucoup, pour une raison extrêmement simple. C'est que l'industrie française et l'industrie britannique avaient déjà beaucoup de mal à fournir à leurs propres armées ce dont elles avaient besoin. Alors, il n'était guère question pour le moment d'en envoyer aux Russes. Alors en France, il y a quand même l'état-major qui n'est pas très favorable à ce projet. Le maréchal Joffre ne veut pas dégarnir le front français. C'est pourquoi d'ailleurs, il n'envoie dans les Dardanelles, il ne va envoyer qu'une petite partie de la flotte et de l'armée française, tandis que les Anglais font appel à des soldats mobilisés dans toutes leurs colonies, au Canada, en Inde et à l'autre bout du monde, où des volontaires néo-zélandais et australiens quittent leur pays pour être envoyés aux Dardanelles. Qu'est-ce que vous faites, Nampon ? On cherche la guerre. Quelle guerre ? La guerre contre l'Allemagne. C'est à cause de quoi ? Lui, il va vous expliquer. C'est-à-dire non, je sais pas au juste, sauf que c'est la faute des Allemands. Est-ce que les Australiens se battent déjà ? En Turquie. Turquie ? Pourquoi ça ? Les Turcs et les Allemands sont alliés. Je t'ai mis des chaussettes de laine, plusieurs paquets de cigarettes étaient cachés pour l'estomac. Et ça, pour fêter notre anniversaire de mariage. Ne t'expose pas trop, chérie. Et c'était le départ de volontaires australiens quittant leur pays pour aller se battre à Gallipoli. Ce qui est extraordinaire dans cette bataille, Jean-Jacques Becker, c'est le nombre de nationalités qui y ont participé, ne serait-ce que d'abord du côté allié. Absolument. Alors, il faut rappeler que le général Joffre du côté français et le maréchal French du côté britannique étaient totalement opposés à cette opération. Ils ne voulaient pas distraire un seul soldat du front occidental, d'où il fallut aller chercher d'autres soldats. Alors, en ce qui concerne les Britanniques, ils allaient avoir à leur disposition les volontaires
australiens et néo-zélandais qui s'apprêtaient à rejoindre le front occidental. D'une armée qu'on appelait, enfin d'un corps qu'on appelait l'ANZAC, Australian and New Zealand Army Corps. Absolument. Et ce sont eux qui vont constituer le plus gros de la force britannique dans cette bataille. Il y aura aussi, évidemment, des représentants d'autres populations sous domination britannique, et puis, bien entendu, des Anglais, enfin, ou tout au moins des Britanniques, Anglais, Écossais, etc. Du côté français, eh bien, on a fait l'effort minimum. On a envoyé, dans un premier temps, une seule division, dans un second temps, une deuxième division, c'est-à-dire vraiment très peu de choses. Et elles étaient constituées par des Français, certes, mais aussi par des troupes coloniales. Il y avait des Algériens, il y avait aussi beaucoup de pieds noirs, je crois, qui sont venus se battre. Il y avait également des Sénégalais. Alors en face, il y a une armée plus homogène, ce sont des Turcs, mais qui sont placés... D'abord, qui reçoivent une aide matérielle importante de l'Allemagne, leurs canons sont des canons Krupp, mais même placés sous commandement allemand avec un général allemand qui s'appelait Liman von Sanders, Jean-Jacques Becker. Effectivement, à l'heure actuelle, quand les Turcs parlent de leur victoire, ils oublient de parler du commandement allemand. En réalité, c'était un général allemand, le général Liman von Sanders, qui... avant la guerre, avait le titre d'inspecteur général de l'armée turque, qui a le commandement de cette opération. Et les Turcs sont encadrés par un grand nombre d'officiers allemands. Il n'empêche que le gros des soldats est évidemment constitué par des soldats turcs. Et contrairement à ce que pensaient les alliés occidentaux, ces soldats turcs se battront de façon extrêmement déterminée. Et avec un général qu'on ne connaît pas encore du tout, mais qui va se faire connaître, ça va même déterminer son avenir, qui est Mustafa Kemal. Alors cette bataille qui commence en 1915, commence en mars, par une opération navale franco-britannique. Il y a quelques bateaux français sous le commandement de l'amiral Guéprat. Il s'agit en fait de forcer par la mer, de forcer les détroits. Seulement le problème, c'est que ces détroits sont étroits, c'est que, enfin le détroit des Dardanelles, c'est qu'il y a des canons turcs de chaque côté, il y a des mines, et ça va être un véritable désastre, Jean-Jacques Becker. Alors, effectivement, il n'était pas prévu à l'origine d'opération terrestre. L'opération devait être seulement maritime. On forçait les Dardanelles, c'est-à-dire le premier détroit, puis on traversait la mer de Marmara avant d'aller directement attaquer Constantinople. Alors, l'opération maritime eut lieu en 2 temps. Dans un premier temps, à partir de février, on tâta en quelque sorte les défenses turques. Les navires de guerre français et britanniques s'engageaient dans les Dardanelles, bombardaient les forts pour les réduire au silence. Chaque jour, on recommençait pratiquement la même opération, ce qui veut dire qu'on n'y parvenait pas. Malgré tout, le 18 mars, fut décidée une attaque en masse des flottes britanniques et françaises qui pénétrèrent profondément dans les Dardanelles, mais qui allaient subir de très lourdes pertes, en particulier du fait d'un tout petit navire turc, un poseur de mines qui est devenu un emblème de la nation turque, qui allait parvenir à déposer ses mines, et plusieurs navires, et en particulier un cuirassé français. Oh, c'était un vieux cuirassé, on avait envoyé là-bas de vieilles unités, mais enfin, malgré tout, le cuirassé Le Maine, qui est atteint et qui coule avec tout son équipage. Il y a eu aussi le Bouvet, je crois, qui a coulé en quelques secondes, et 600 morts, presque aucun survivant. Ça a été donc véritablement un désastre, et surtout, on n'a pas réussi à forcer les Dardanelles, il fallait trouver une autre solution. Et l'autre solution, ce sera désormais donc un débarquement prévu pour le 26 avril 1915, débarquement français sur la rive asiatique du détroit des Dardanelles, à Koum-Kalé, et de l'autre côté du détroit, du côté européen, sur la péninsule de Gallipoli, un débarquement de forces britanniques et de soldats australiens et néo-zélandais, débarquement qui commence donc le 26 avril 1915. Cette nuit, 25 000 soldats britanniques doivent débarquer sur la plage de Souvilla. Le goulet est comme une forteresse, protégée au moins par 5 mitrailleuses à bout portant. Nous avons tenu compte de cela, Barton, et nous enverrons sur leurs tranchées le plus lourd tir de barrage de la campagne juste avant que vos hommes franchissent la crête. Ce débarquement est notre seul espoir.
Nous devons tout mettre en œuvre pour que ce soit un succès. Parce que si c'est un succès, nous aurons Constantinople dans une semaine. Et la Turquie sera à genoux. Tout est prêt pour vous, Kevin? Oui, tous les canons sont en position. À l'aube, le bombardement commencera et nous l'arrêterons à 4h30 très précise. C'est-à-dire dans un peu plus de 12 heures maintenant. Baïonnette au canon. Baïonnette au canon. 10e vague, baïonnette au canon. Baissez la tête! Nous nous préparons à attaquer les positions turques. Et nous savons que notre pays sera fier de nous. Nous sommes impatients de nous battre. Nous avons le sentiment que nous sommes engagés dans une aventure plus importante que notre vie. Et c'était un autre extrait de l'excellent film de Peter Weih, Gallipoli, l'histoire de soldats australiens qui s'y sont battus. Dans un livre que vous avez écrit sur la Grande Guerre, Jean-Jacques Becker, vous dites que le 26 avril 1915, date de ce débarquement des Australiens, c'est un peu aussi la date de naissance de la nation australienne. Pourquoi? Oui, c'est considéré comme ça par les Australiens. C'est considéré comme ça par les Australiens qui ont le sentiment que de ce jour où pour la première fois les Australiens combattaient, est née véritablement la nation australienne. Alors des Australiens et des Néo-Zélandais ont combattu également sur le front occidental en France, mais il n'empêche que ce débarquement dans la presqu'île de Gallipoli est resté un souvenir tel que lors du 90e anniversaire de ce débarquement, de cette bataille, quels étaient les grands protagonistes? D'un côté, les Turcs, de l'autre côté, les Anzacs, c'est-à-dire les Néo-Zélandais et les Australiens. Vous voulez dire de l'anniversaire qui s'est déroulé à Gallipoli, d'ailleurs. S'est déroulé qui a sur, été célébré sur à Gallipoli. On avait un peu même, lors de cet anniversaire, l'impression que se retrouvaient les anciens adversaires devenus presque des amis, alors que Français et Britanniques étaient laissés très clairement de côté. Alors, anniversaire d'un débarquement qui est malgré tout un échec terrible. En fait, l'idée, c'était de débarquer sur les plages, à la pointe extrême de la péninsule de Gallipoli, de refouler les Turcs dont on sous-estimait les forces terrestres, et puis en longeant la péninsule, de continuer ainsi jusqu'à Constantinople. Or, c'est un échec total dès le début. Les troupes de débarquement parviennent à peine à aller au-delà des plages de débarquement, Jean-Jacques Becker. La presqu'île de Gallipoli est très étroite. Et très rapidement, il est apparu qu'il était impossible d'arriver à conquérir cette presqu'île. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans les mêmes conditions que sur le front occidental, c'est-à-dire une guerre de tranchées. Seulement, les troupes françaises et britanniques avaient un espace si petit que, par exemple, le général qui commanda les 2 divisions françaises, le général Gouraud, fut touché par un obus, il perdit un bras dans cette affaire. Le fait que le commandant en chef des forces françaises puisse être menacé prouvait combien le secteur était étroit. Mais malgré des batailles acharnées, il fut impossible de chasser les Turcs de leurs tranchées. Dans la presse française, chaque jour, on annonçait la déroute des Turcs. Mais chaque jour, ces Turcs en déroute étaient toujours là. Et ça a duré pendant des mois d'une guerre des tranchées dont personne ne parle jamais. Quand on pense tranchées, on pense évidemment à ce qui s'est passé en France, dans les tranchées françaises. Et alors, dans des conditions, dites-vous, qui étaient vraiment effroyables, aussi effroyables qu'en France, dans les tranchées, Jacques Becker. Elles étaient plus effroyables encore qu'en France dans les tranchées. Lorsque les troupes alliées ont débarqué, il ne faisait pas encore très chaud. Mais par la suite, il allait faire horriblement chaud et cela allait provoquer une prolifération de mouches et de rats absolument invraisemblables. Les conditions de vie d'hygiène, quand on parlait d'hygiène, il n'y avait pas d'hygiène, des troupes débarquées
a été véritablement affreuse. Et les soldats rescapés des Dardanelles, comme on dit le plus souvent en France, eh bien, se sont souvenus pendant très longtemps des horribles conditions qu'ils avaient connues. Les maladies, hein, beaucoup sont morts de maladie, la dysenterie qui était terrible. La maladie a été particulièrement... Alors, les conditions d'hygiène, comme je le disais à l'instant, étaient inexistantes, le climat était malsain, alors les conditions furent véritablement effroyables. Effroyables du fait même des conditions de vie, mais aussi des offensives décidées par des officiers qui, comme en France, sur le front français, eh bien, jusqu'au bout, se sont entêtés d'essayer de percer le front. On attaque comme prévu. Allons-y les gars, déchargez vos fusils. Rien dans les canons, nous attaquons à la baïonnette. Pas de balle. Dites au major Barton que l'attaque doit être poursuivie. Colonel, vous ne vous rendez pas compte? Ils se font descendre avant d'avoir fait 5 mètres. On a vu notre drapeau flotter sur les tranchées turques. Nous devons poursuivre notre attaque, quoi qu'il en coûte. C'est à nous, les enfants. On y va. Je veux que vous vous rappeliez Au revoir. que vous êtes la 10e brigade légère. Des hommes qui venaient de l'Australie de l'Ouest. Ne l'oubliez pas. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance, major. À vous aussi. « 7 août 1915. Ma chérie, quand tu recevras cette lettre, tu sauras que je suis mort pour servir ma patrie. » Les pertes, en effet, étaient considérables, Jean-Jacques Becker. Hein. C'est toujours des querelles de chiffres. Il y a des chiffres différents selon les sources. Vous dites 180 000 tués du côté des Alliés, dont 150 000 Britanniques. Quand vous dites Britanniques, je suppose que vous parlez aussi des Australiens, des Néo-Zélandais. Bien sûr. 60 000 Turcs. C'était terrible. Oui, il faut relativiser d'une certaine façon parce que, et c'est pour ça que l'on n'en parle pas tellement, par rapport aux pertes sur le front occidental lors des offensives de Champagne et d'Artois en 1915, ça a été peu de choses. Et puis Verdun, ça sera encore pire. Mais Verdun, ça sera encore l'année suivante. Mais malgré tout, les pertes, il suffit de voir que l'armée française avait envoyé 2 divisions, soit environ 30 000 hommes. Or, ces pertes sont de 30 000. C'est-à-dire qu'il a fallu incessamment envoyer des renforts pour combler... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé la force des Turcs? Vous semblez le dire aussi dans un livre. On s'est dit, bon, c'est des Turcs, on les battra comme rien. Et il est évident que l'adversaire était sous-estimé. D'ailleurs, s'il n'avait pas été sous-estimé, on aurait envoyé là-bas des troupes beaucoup plus nombreuses. En fait, la seule vérité, c'est que si on voulait atteindre Constantinople, il fallait une opération de grand style à travers l'Asie mineure et pas dans la presqu'île de Gallipoli. Mais au fond, c'était un peu, outre l'opposition de Joffre à envoyer d'autres soldats, c'était un peu sous-entendu une sorte de conception de guerre coloniale où l'adversaire ne pouvait pas résister aux troupes occidentales. Or, en réalité, les soldats turcs, bien encadrés par des officiers allemands, certes, mais les soldats turcs se sont battus avec beaucoup de courage et beaucoup d'efficacité. Et d'ailleurs, cela reste dans l'histoire turque un point extrêmement important parce que c'est leur seule victoire de la guerre. Et comme Mustafa Kemal, qui était colonel au début, général à la fin, en a été un représentant, un chef important, c'est devenu véritablement le symbole de la nation turque. Alors on a vite compris qu'il fallait s'en aller, hein. On a vite compris, mais enfin on a mis du temps à le faire parce que c'est une opération très délicate de réembarquer. Les Alliés sont le dos à la mer sur un front très étroit. Il n'est pas possible de réembarquer d'un seul coup 150 000 hommes et on se doute bien que dès que les Turcs verront
verront les premiers soldats alliés s'en aller, eh bien, évidemment, ils vont se ruer pour les bousculer à la mer. Donc c'était très délicat. C'est la seule réussite, je crois, finalement, de cette opération anglo-française à Gallipoli. Elle se termine en janvier 1916. Pour quelle raison, avec le dernier soldat réembarqué donc à destination de Salonique, je crois que c'est là qu'on ouvre un autre front, pour quelle raison cette bataille, ce débarquement, qui est, je crois, le deuxième débarquement par son importance de l'histoire, après celui de Normandie en 1944, pourquoi n'en parle-t-on jamais, Jean-Jacques Becker, ou rarement? On en parle beaucoup en Turquie. C'est leur grande victoire. Mais on en parle peu, effectivement, dans l'histoire occidentale, parce que, en définitive, ça a été non seulement une défaite, on peut être battu, mais ça a été véritablement mené de façon souvent absurde, et que dans ces conditions, valait mieux oublier cet incident fâcheux. Churchill va le payer d'ailleurs de son poste. On croit même que sa carrière est finie. Bon, alors évidemment, on se trompe. Je crois que vous y êtes allé pour le 90e anniversaire. À quoi ça ressemble, Gallipoli, aujourd'hui, 90 ans après? Gallipoli, c'est essentiellement des cimetières français, un cimetière magnifique, prenant, cimetière britannique, cimetière turc, musée, monument commémoratif, statue de Mustafa Kemal, grandiose, etc. Voilà ce que c'est que Gallipoli à notre époque, avec lors des cérémonies un concours de foule considérable, des Turcs, des Australiens, des Néo-Zélandais, etc. La bataille de Gallipoli, que l'on retrouve aussi dans plusieurs de vos livres, Que sais-je, et puis également sur la Grande Guerre, et puis également vous êtes co-auteur avec Stéphane Audouin-Rousseau de l'encyclopédie de la Grande Guerre aux éditions Bayard. Vous avez pu entendre des extraits du film Gallipoli de Peter Weir avec Mel Gibson, disponible en DVD chez Paramount et qui raconte l'histoire de soldats australiens à Gallipoli. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pascal Baldassari et Anne-Laure Cochet, documentation et archivina Claire Tesser, Camille Poux-Jalaguier et Mathieu Ménessy, une réalisation de Anne Kobilac.